Bonjour à toutes et à tous, je suis Nicolas Swiatek et je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire organisé par ADP autour de son étude Workforce View en Europe qui pour la 4e année consécutive fait le point sur les tendances de fond concernant le monde du travail et ce dans 8 pays européens. Pour en parler, j'ai le plaisir, l'honneur et le privilège d'accueillir Delphine Douetto. Delphine, vous êtes responsable talent et développement au sein de l'équipe RH d'ADP. Et je vous souhaite la bienvenue. Merci Nicolas, bonjour et bienvenue à tous. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de chat dédiée. On a un expert qui a travaillé avec Delphine sur la préparation de ce webinaire et qui y répondra au fil de l'eau. Et si nous avons le temps, nous prendrons aussi un certain nombre de vos questions à la fin. On essaiera d'y répondre en direct. Alors ADP, c'est Automatic Data Processing. C'est le pionnier, le leader mondial des solutions de ressources humaines et une gestion du capital humain qui, depuis quelque chose comme 70 ans, accompagne ses clients dans près de 140 pays et accompagne les directions RH, mais aussi les collaborateurs, bien sûr, pendant tout le cycle de vie d'un collaborateur dans l'entreprise, c'est-à-dire depuis l'intégration jusqu'au départ, en passant par la revue des talents, la formation, les entretiens, la gestion des temps et bien sûr la paye et la gestion administrative du personnel. Alors Delphine, vous publiez cette étude Workforce View en Europe pour la 4e année consécutive. Avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr Nicolas. Donc c'est une étude européenne qui est menée dans 8 pays. Donc en Europe, on a interrogé 10 500 salariés les résultats aujourd'hui, vous pouvez les retrouver à la fois sur fr.adp.com, également directement sur Webikeo, si vous souhaitez télécharger notamment les résultats de cette étude. Donc ADP réalise cette étude parce que ça nous permet de prendre le pouls finalement du ressenti des salariés. L'objectif étant d'analyser finalement les tendances, d'analyser les progressions au fil des années. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons cette étude. Pourquoi est-ce qu'ADP publie ce type d'étude? En réalité, nous avons une position assez unique sur le marché. On a 12 000 clients en France, 3 millions de salariés sont servis par ADP en France, ce qui fait qu'on a une compréhension et une vision assez fine des enjeux auxquels les entreprises sont confrontées. Et notre souhait est de donner les clés aussi aux directions pour pouvoir anticiper ces différents changements. D'accord. Bon, on va commencer donc à rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions. Alors, on remarque quand même déjà, moi, une première chose qui m'a surprise dans cette étude, c'est notamment qu'elle identifie une progression assez marquée de la confiance des salariés dans leurs compétences. Alors, on n'arrête pas de nous dire aujourd'hui que les machines, les intelligences artificielles vont détruire massivement des emplois, que nous allons tous être remplacés par des robots, que cette transformation numérique évidemment, à terme, va produire de nouveaux emplois et de nouveaux métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Mais malgré cela, malgré ce côté un peu catastrophiste qui est parfois présenté, on se rend compte que les Français, les Européens en général, ont quand même globalement très très confiance dans leurs compétences. Alors oui, c'est un fait très étonnant de cette étude. 9 salariés européens sur 10 sont confiants dans leurs compétences. Et même plus loin, on voit que 4 salariés sur 10 sont certains d'avoir les bonnes compétences pour faire face au nouveau monde du travail. Ils sont certains. Ils sont certains. 4 sur 10 sont certains d'avoir... effectivement, c'est assez étonnant. Et 9 sur 10 qui ont confiance. En Europe, oui, exactement. Pourquoi est-ce qu'ils sont si confiants ? La question, en tous les cas, la piste qu'on peut peut-être évoquer, c'est que ça fait longtemps qu'on entend parler de ces changements de robotisation, d'intelligence artificielle, ça peut faire peur, et finalement, ils se rendent compte que les choses se mettent en place dans les entreprises. Pas mal de grandes entreprises ont déjà commencé à rentrer dans cette nouvelle ère, et du coup, c'est peut-être rassurant pour les collaborateurs, pour les salariés, qui finalement ont moins peur de l'avenir. Ouais, on est passé d'une image vraiment issue des films de science-fiction, je sais pas, 2001, l'Odyssée de l'espace, le robot qui maîtrise tout, à des vraies applications concrètes dans la vraie vie des entreprises. Alors je crois que d'ailleurs chez ADP, on développe aussi des outils basés sur le big data, la robotisation, le machine learning dans les domaines de la RH. Et qui apportent des améliorations significatives au quotidien et qui sont dans une dynamique positive. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, chez ADP, on a développé ACE, qui est assistant contrôle expert. Finalement, c'est l'exploitation du big data. C'est un robot, finalement, on pourrait dire, qui va faire ses contrôles lui-même, qui va donc aider les gestionnaires de paye à réaliser leurs contrôles, qui va proposer lui-même les ajustements. Et puis, ce qui est assez extraordinaire avec ce robot, c'est que finalement, il apprend au fur et à mesure. Donc, quand il va pouvoir observer les différentes corrections que font les gestionnaires de paye, il va lui-même proposer ces corrections. Donc, si je comprends bien, s'il identifie une anomalie en janvier et que celle-ci, on lui dit que ce n'était pas une anomalie, il va identifier la même en février. En mars, s'il se rend compte qu'en fait, finalement, c'est dans la norme, il ne va plus demander aux gestionnaires de paye, et ce pour un nombre assez considérable, je crois, de points de contrôle. Exactement. Et donc, finalement, c'est exactement ça. Et c'est bien pour ça que finalement, le changement qui faisait peur, quand on voit qu'il est facilitateur, que finalement, il nous aide au quotidien à régler toutes ces tâches qui sont chronophages, bien, ça permet à nos gestionnaires de paye de se concentrer sur des choses à plus forte valeur ajoutée. Donc, dans votre question du départ de faut-il avoir peur finalement de ces changements, non, il ne faut pas y avoir peur. En revanche, j'aurais tendance à dire que c'est important de s'y préparer, c'est important d'anticiper, de nous-mêmes, en tant que collaborateurs, développer notre propre employabilité. C'est une responsabilité, je dirais, commune, à la fois entre l'entreprise, qui doit accompagner ses salariés dans cette montée en compétences, et puis, bien sûr, nous-mêmes, de rester up-to-date, entre guillemets, sur le marché, et développer nos propres compétences. Ouais, on peut jamais arrêter de se former en fait dans ce monde si on veut espérer pouvoir encore y avoir notre place, bien évidemment. Exactement. Et j'aime beaucoup ce que vous dites sur le fait que c'est une responsabilité partagée. C'est à chacun de prendre ses responsabilités. Alors si ça fait gagner du temps, c'est plutôt bien parce que Workforce View montre aussi que les salariés ont le sentiment de faire beaucoup d'heures supplémentaires. Je vous renvoie au livre blanc pour les détails parce qu'on n'aura pas forcément le temps durant ce webinaire de traiter toutes les dimensions de Workforce View. Mais il apparaît également que travailler plus ne rime pas forcément avec un renforcement de la productivité. Alors que ça pourrait être, on pourrait imaginer ça comme étant quelque chose de naturel. On travaille plus, donc on produit plus. Eh bien, pas forcément. Et on a demandé pour cette étude Workforce View à 10 000 personnes dans 8 pays européens quels étaient les principaux obstacles, notamment à la productivité. Et c'est le mauvais management qui, au niveau européen, est identifié comme étant le principal frein à cette productivité. Alors Delphine, vous êtes responsable des talents et du développement chez ADP. Je pense que vous en voyez un certain nombre de managers. Alors déjà, je voudrais vous demander, 1, est-ce que ça vous surprend ? Et 2, c'est quoi du mauvais management et c'est quoi un mauvais manager ? Malheureusement, non. Ça vous surprend pas ? Malheureusement, je ne suis pas très surprise. Non, en effet. Pourquoi je ne suis pas surprise ? Finalement, il y a deux éléments. Le premier, c'est que ça fait des années que le management n'a pas bougé. Le monde change. On parle d'un monde qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe, qui est ambigu. Donc le monde change. Et le management ne change pas. On n'a pas changé. Depuis quelques dizaines d'années, ça, non ? Depuis des dizaines d'années, exactement. Donc déjà, c'est une première réponse, j'ai envie de dire. La deuxième, se pose toujours la question de comment est-ce qu'on nomme un manager. C'est quoi les critères, finalement, d'évaluation d'un manager ? C'est le gars qui performe le mieux qui devient manager. Voilà. C'est un peu comme passer des grades dans l'armée. C'est très souvent ça, et d'ailleurs le management vient de l'armée, c'est très souvent ça, c'est effectivement le bon technicien parce qu'il aura sa crédibilité qui va passer manager. Or, c'est un métier très quand même. Schématiquement, c'est un métier, j'imagine qu'on est manager comme on est prof. Moi j'ai eu des profs qui étaient d'excellents techniciens, qui étaient capables d'écrire des bouquins. Effectivement, on lisait leurs traités, on se disait waouh. Mais par contre, en termes de pédagogie, ils n'étaient pas exceptionnels. Et j'ai aussi connu des managers qui étaient excellents techniciens, mais qui, du coup, en termes de relations humaines, d'empathie, ne faisaient pas forcément le job. Exactement. C'est les deux. Très schématiquement, on a les managers apporteurs de solutions qui vont être très dans « je dis et tu fais ». Et puis le manager coach, le manager facilitateur, finalement, pour ses collaborateurs, qui est davantage à l'écoute et davantage égal à égal. Donc un coach, un entraîneur, quelqu'un qui explique le cap, qui dit comment on va y arriver.
C'est exactement ça. Revenons sur les basiques. Hein. Le manager, il est là pour donner du sens, pour expliquer. Hein. C'est le manager leader. Il est là également pour fixer les règles. C'est quoi le terrain de jeu? C'est quoi mon bac à sable? Hein. Où est-ce que je peux, dans quel domaine je dois intervenir et je dois connaître mon cadre. C'est également un manager qui s'intéresse à ses collaborateurs. Mais qui s'intéresse sincèrement à chacun de ses collaborateurs, qui leur porte véritablement de l'attention. Faut qu'on n'ait pas trop de personnes à manager, du coup, faut trouver le bon équilibre. Bah, c'est une bonne remarque. Si je dois manager 60 personnes, franchement, je vais pas les connaître aussi bien que si j'en ai 4 ou 5. En direct, vous ne pouvez pas manager 60 personnes. Et effectivement, vous ne pouvez pas avoir un vrai management de proximité avec 60 personnes. Et c'est la clé, c'est une des clés en tout cas, cette proximité. Oui, l'attention, on le voit, hein, c'est vraiment le fait d'être proche de ses collaborateurs et de leur porter de l'attention qui crée de la performance. Et il ne faut pas oublier non plus un autre point, qui est le développement. C'est un manager, il a aussi la responsabilité de développer ses collaborateurs. On sait très bien que c'est un des moyens de rétention pour les collaborateurs très important. Si je progresse, si j'ai le sentiment que l'entreprise m'apporte quelque chose, hein, en plus de la rémunération, si j'ai le sentiment de grandir avec elle, je vais plutôt avoir tendance à vouloir y rester, puisque forcément on est dans un échange de bons procédés, si je vous entends bien. Vous savez que toutes les études disent que c'est la qualité des relations interservices, donc avec notre manager et nos collègues, qui est le premier levier de fidélisation, de rétention des collaborateurs. D'accord. Alors, du coup, quelles sont les bonnes pratiques que les entreprises ont intérêt à mettre en place pour s'améliorer sur le management? Donc, du coup, si j'entends bien, renforcer l'engagement des collaborateurs et, in fine, leur productivité, puisque il semblerait qu'on ait quand même une corrélation assez importante entre ces deux éléments. Ça, c'est effectivement une vaste question. Pour moi, la clé, c'est le manager. C'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui crée ce sentiment de bien-être des collaborateurs qui fait qu'ils vont être davantage engagés et donc davantage performants et productifs. Donc vraiment, déjà, la clé, c'est le manager. Donc comment aider les managers à se développer? Comment développer les capacités de leadership des managers? Pour moi, il y a deux axes possibles. Soit on va aller chercher du feedback des pairs, par exemple, du feedback des collaborateurs, parce que autant avoir une évaluation du manager, on l'a toujours dans toutes les sociétés depuis longtemps. Mais avoir les pairs et d'avoir les collaborateurs qui donnent leur feedback également, c'est un des moyens de mesurer ou d'évaluer les capacités de leadership des managers. Après, il y a un autre axe possible qui est aussi l'axe de l'engagement. C'est comment est-ce que je vais directement évaluer l'engagement et le niveau d'engagement des collaborateurs, quels sont les comportements qui sont prédictifs finalement de cet engagement, et là je vais renforcer ces éléments-là. D'accord, alors ça fait comme beaucoup de choses. Écoutez, ces collaborateurs, moi ça me semble être la base du manager. Vous parlez d'un feedback des pairs, c'est évidemment intéressant de savoir comment on est perçu par les autres. Et ça, je vois bien comment on peut l'organiser dans une petite structure. Mais chez ADP c'est 57 000 personnes sur 5 continents. Vous faites comment pour organiser ce flux d'informations, cette remontée de feedback, pardon pour l'anglicisme? Mais en fait, ça fait quelques années maintenant, mais on a mis en place notre laboratoire d'innovation à New York a créé 2 processus qu'il a mis en œuvre dans le monde finalement, qu'on a mis en œuvre dans le monde, 2 processus de feedback. Le premier, où on allait interroger 2 fois par an les collaborateurs. C'est un feedback très court, c'est une enquête qui dure 4-5 minutes. Et on va leur demander d'évaluer leur manager sur 12 compétences clés, 12 compétences managériales, compétences de leadership qui nous semblent très importantes. Donc on faisait ce processus 2 fois par an. Et en parallèle, on avait également 2 fois par an, un processus de feedback des pairs, où là, on interrogeait davantage la dynamique de la relation, c'est-à-dire comment ça se passe, ce manager avec ses pairs lorsqu'il travaille sur les projets. Donc, il identifiait lui-même les 8 à 12 personnes avec lesquelles il avait le plus travaillé les 6 derniers mois, sans y inclure ses collaborateurs, sans y inclure non plus ses petits copains et son manager. Ouais, et il peut y avoir des effets de bord, des gens qui s'organisent pour détourner un peu les outils, ça c'est déjà vu. On sait très bien, ça c'est déjà vu. Donc il y avait un droit de regard du manager sur la liste des personnes qu'il interrogeait. Et donc ça, c'était vraiment dans l'idée de donner des pistes en fait très concrètes au manager. S'il veut s'améliorer, voilà en priorité ce sur quoi, monsieur le manager, tu dois t'améliorer pour répondre aux besoins de tes collaborateurs ou répondre aux besoins
de tes pairs, des personnes avec lesquelles tu travailles. C'est un peu l'idée, si une personne me dit que je suis aimable comme une pente de prison, je peux ne pas en tenir compte. S'il y en a 10 ou 12 qui me le disent, là, ça me dit, il faut peut-être que je travaille là-dessus. Ouais. Il y a un beau proverbe texan, d'ailleurs, sur ce sujet, qui dit, si quelqu'un vous dit que vous êtes un cheval, ne l'écoutez pas, mais si une deuxième personne vous dit que vous êtes un cheval, posez-vous la question. Et enfin, si une troisième personne vous dit que vous êtes un cheval, courez vite, vous achetez une selle. Ok. Bon, alors je vois, on est dans l'échange, dans la compréhension des attentes, des besoins, dans la mesure. Hein, c'est important, ça nous permet évidemment à chacun de travailler sur notre façon de manager ou d'être managé, hein, en remontant des informations sur nos managers. Mais quelle est l'étape d'après alors ? Alors, ça c'était, vous avez raison, la première étape, donc on appelait ça le leader et le network compass. On est passé à une étape supplémentaire. On a souhaité, ça fait 1 an, de travailler avec un chercheur qui s'appelle Marcus Buckingham et d'aborder finalement l'angle management sur la partie engagement des collaborateurs. Et Marcus Buckingham nous dit que des managers performants, en fait c'est un chercheur qui a pendant 25 à 30 ans étudier ce qu'était une équipe performante, ce qu'était un manager performant. C'est vraiment son focus. C'est son focus, c'était son analyse, c'est qu'est-ce qui fait qu'une équipe va performer alors qu'une autre ne performera pas. Quels sont les comportements, qu'est-ce qui fait qu'une équipe va être engagée versus une autre équipe. Et il propose aujourd'hui une offre pour répondre à cette étude. En gros, qu'est-ce qu'il dit ? C'est que les managers les plus performants, ils sont capables de répondre à n'importe quel moment à 3 questions. Ouais, 3 questions. Ça a l'air simple. Ça a l'air simple. Ils sont capables de dire quels sont les points forts de leurs collaborateurs, qu'est-ce qu'ils adorent faire, qu'est-ce qu'ils adorent faire. Oui, voilà, c'est ça. Quelles sont les activités, voilà, je cherchais le mot, quelles sont les activités spécifiques que les collaborateurs aiment faire, et il faut en sorte... Leur point fort, en fait, c'est en quelque sorte. C'est exactement ça, et il faut en sorte qu'ils en fassent de plus en plus. Ils savent exactement ce sur quoi ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils connaissent leurs priorités très court terme, priorité de la semaine. C'est la difficulté qu'on entend souvent des managers ou des collaborateurs, c'est la distance parfois avec le terrain des managers et des collaborateurs. Et puis enfin, dernier point, ils sont capables de dire à n'importe quel moment comment ils se sentent, quel est donc leur niveau d'engagement ou le niveau d'engagement de chacun des membres de son équipe. D'accord. Ok. Donc, si je récapitule, je sais ce que font mes collaborateurs. Je connais les points forts. Je connais leurs points forts et je fais en sorte qu'ils puissent les utiliser. J'ai un minimum régulièrement, j'imagine. Oui. Et je sais s'ils sont engagés ou pas. Et évidemment, j'apporte des actions correctives, j'imagine, en fonction. Oui, et alors en fait, c'est ça. C'est-à-dire que Marcus Buckingham nous dit que finalement, il existe, suite à ces 30 années de recherche, des comportements prédictifs de l'engagement. C'est-à-dire qu'il dit, si finalement les collaborateurs sont en mesure de répondre, je suis tout à fait d'accord avec ces 8 comportements-là, qui sont des comportements prédictifs de l'engagement, alors... Quels sont-ils, pardon ? Ils seront engagés. Ah oui, c'est une bonne question. On a C'est des formules, enfin c'est pas une formule magique, mais c'est des indices en fait qui nous permettent de déterminer si un collaborateur est engagé ou pas. Oui, les 2 principaux, je ne sais pas si je vais vous donner les 8, mais en tous les cas, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais les 2 comportements les plus importants, c'est d'abord je sais exactement ce qu'on attend de moi. Et j'utilise, ou j'ai la possibilité d'utiliser au moins une fois par jour mes points forts. Autrement dit, je réalise au moins une fois par jour une activité que j'aime faire et non pas une activité qui me tire vers le bas et qui me draine. Donc j'ai la possibilité, entre guillemets, de m'éclater au travail, si je peux me permettre de le dire comme ça. Alors chez moi, on dit jamais 2 sans 3, sans en avoir un troisième. Bien sûr. Par exemple, que je suis entourée de personnes qui partagent mes valeurs. Par exemple, que je sais que je vais obtenir de la reconnaissance si je fais un travail qui est excellent. Bon voilà, ce sont des éléments finalement qui ne sont pas très nouveaux, qui sont assez connus. Mais voilà, maintenant on a une mesure scientifique qui nous dit que si vous êtes tout à fait d'accord avec ces éléments-là, alors clairement vous serez quelqu'un d'engagé dans l'entreprise.
Ouais, mais si effectivement on a identifié le mauvais management comme étant un obstacle à la productivité, il semble assez évident qu'évidemment c'est des points sur lesquels ça vaut le coup de travailler. Ceci dit, c'est pas le principal frein, enfin c'est pas le seul, c'est le principal pour les Européens, c'est pas forcément le principal en France, parce que les collaborateurs français en ont identifié d'autres. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de ces autres freins qui nuisent à la productivité des entreprises? Oui, dans l'étude, et d'ailleurs on le voit là affiché, vous avez les systèmes de processus, les systèmes et les processus, voilà, qui sont effectivement inefficaces. Les réunions, trop de réunions, ça c'est un des éléments... c'est les fameux M&M's, les managers et les meetings, sont les principaux freins à la productivité. Oui, alors ça fait toujours mal aux oreilles quand j'entends que les managers sont des freins à la productivité, mais bon, malheureusement... Les mauvais managers. Oui, les mauvais managers. Le mauvais management, celui qui n'utilise pas les conseils que vous nous avez donnés tout à l'heure, peut-être. Par exemple, le stress effectivement au travail, c'est d'ailleurs un des éléments dont parle l'étude. On va y revenir dans un instant, oui. Exact. La technologie, les technologies lentes ou les technologies inefficaces. Voilà, je vous laisse découvrir les éléments... Et le manque de personnel aussi, qui est un élément assez important qui est identifié en France. Manque de ressources. Ouais, manque de ressources plus généralement. Alors, le stress et la santé au travail, c'est aussi un des éléments importants dans l'étude Workforce View en Europe. Et l'étude, elle nous montre quand même deux choses, on va revenir là-dessus. Elle nous dit d'un côté que c'est de moins en moins tabou et que les organisations finalement commencent à prendre conscience du stress, mais elle nous dit aussi, c'est peut-être aussi assez inquiétant, que finalement, même si les collaborateurs sont plus susceptibles de parler de leur niveau de stress, ils en parlent plutôt à leurs collègues, plutôt qu'aux managers ou aux directions des ressources humaines. Oui, alors ça, moi, c'est un des points qui m'inquiète particulièrement dans cette étude, c'est finalement de voir que seulement un salarié sur 10 oserait aller voir ses équipes RH pour parler d'un stress ou d'un mal-être. Alors que ce stress est hyper présent, parce qu'on a quand même énormément de répondants qui disent... On est stressé tous les jours, toutes les semaines. Tous les jours. Sur l'étude, c'est vraiment un stress quotidien au travail. Donc c'est effectivement inquiétant. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qu'on disait précédemment sur le management défaillant, parce que finalement, quoi de plus stressant qu'un manager qui est tout le temps sur votre dos, qui est tout le temps en train de vous contrôler, ou qui, à l'inverse, n'est jamais là, n'est jamais présent, ne vous dit jamais, ne vous donne pas le cadre, ne vous donne même pas de feedback sur ce que vous êtes en train de faire, voir si c'est bien ou c'est pas bien, c'est aussi également un gros facteur de stress. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de parler d'un autre élément dont on ne parle finalement pas beaucoup dans cette étude ou qui n'est pas ressorti, qui est la reconnaissance. La reconnaissance au travail. Un des moyens, et d'ailleurs c'est le troisième facteur de risques psychosociaux dans les études, qui est le manque de reconnaissance. Donc la reconnaissance peut être un levier extrêmement puissant et pourtant tellement simple. Moi, j'ai été formatrice... Dire merci, ça permet de faire baisser les niveaux de stress. Oui, alors c'est... Là, on peut avoir une discussion philosophique intéressante. Le merci est une forme de reconnaissance. Simplement, elle est très tournée vers nous. C'est merci, je dis merci pour un cadeau. Et je peux dire bravo pour une idée, par exemple. Et la reconnaissance qui est assez bateau, finalement, elle est très peu utilisée. Pourtant, c'est un levier. J'allais vous donner un exemple. J'ai été formatrice pendant 8 ans en management et en vente, et je me souviens d'un manager, directeur de département dans une grosse société informatique très très masculine, où c'est bon, on n'a pas besoin de se féliciter, c'est pas nécessaire, et qui, suite à 2 journées de formation, on devait se revoir et à utiliser le levier de la reconnaissance pour accompagner une de ses équipes, puisqu'il avait une équipe chez un client qui était totalement hors délai sur un projet. Et bien plutôt que d'y aller à la schlag, excusez-moi évidemment, enfin de manière assez directe on va dire, il a décidé de faire les choses autrement. Il a fait un état de la situation et il a demandé qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous proposez. Et finalement l'équipe a proposé des solutions. Et derrière, tous les jours, il allait chez le client. C'est pas son rôle, directeur de département, pas directeur de cette équipe-là. Il était là tous les jours pour leur dire bravo, pour leur dire super, on avance. Résultat, ils ont réussi à rendre le projet dans les temps. Et je me souviendrai toujours de son feedback quand il est revenu cette journée de formation. Où il m'a dit, mais c'est extraordinaire. Jamais j'aurais imaginé réussir à motiver autant les équipes, rien que finalement, pardon avec le rien que,
de la reconnaissance. Donc c'est un levier très puissant qui agit évidemment sur le niveau de stress au quotidien quand il n'est pas là. Ouais, votre manager, il n'y avait pas que de la reconnaissance, il était aussi au milieu de l'équipe, à pousser la voiture avec les autres pour la faire avancer, il n'était pas juste à donner des ordres. Donc mais en tout cas, ça y a participé. Et si j'ai bien compris, les équipes, elles l'ont ressenti de façon très positive et ça les a redynamisées, si j'entends bien. Un vrai levier de changement, oui. Ouais, et puis c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas prendre à la légère parce que ce stress a un vrai coût. Vous pouvez le voir dans l'étude à l'écran. C'est vraiment loin d'être anodin. Faut vraiment s'en préoccuper. Et les entreprises, d'ailleurs, prennent de plus en plus conscience de ce fait. Dans l'étude, vous aurez aussi les recommandations de Mental Health Europe qui donnent un certain nombre de conseils pour adresser ces problématiques dans l'entreprise. Alors Delphine, une des réponses au stress est sans doute à rechercher dans les équilibres entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Work4You montre que les salariés, notamment français, ont l'impression, le sentiment de faire beaucoup d'heures supplémentaires. On ne reviendra pas là-dessus. Mais du coup, et c'est peut-être la contrepartie, les Français et les Européens sont quand même de plus en plus nombreux à nous dire « moi, ce que je veux, c'est travailler 4 jours ». Par semaine. Alors, on ne parle pas de réduction de temps de travail, puisque la réduction de temps de travail, normalement, s'accompagne d'une baisse de rémunération. Et là, les salariés français, européens aussi, mais ils ne sont pas du tout dans cette dynamique-là. Là, l'extrême majorité d'entre eux veut conserver ces niveaux de rémunération. Et donc, ça implique de faire leurs 35 ou leurs 39 ou leurs je ne sais combien d'heures, non plus sur 5 jours, mais sur 4. Et est-ce que, du coup, cette espèce de changement de paradigme de concentration du travail sur moins de jours, mais en bénéficiant d'un jour de congé supplémentaire par semaine, est-ce que ça vous semble être une piste intéressante pour lutter contre ces niveaux de stress ? Tout à fait honnêtement, non. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine que ça puisse agir sur le stress. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez très bien dit, ce qu'ils veulent, c'est faire en 4 jours la semaine de 5 jours. Mmh. Donc, comment est-ce que c'est possible que ça réduise le stress ? Déjà qu'il y a du stress sur 4 jours. En tous les cas, c'est ma perception. Et puis après, il y a le problème du repos légal entre 2 journées. Ça va faire des journées qui sont très longues. Moi, je crois plutôt à un aménagement du temps de travail, peut-être à un aménagement avec le télétravail, qui en France, finalement, n'est pas encore très développé. Et pourtant, c'est une piste qui est tout à fait exploitable et qui réduit le stress de passer une journée, d'éviter le transport. C'est un des facteurs. Notamment dans les grandes métropoles, oui. Exactement, c'est un des facteurs qui va agir plutôt sur le stress. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à croire que c'est une bonne idée. On est là encore dans ce paradigme du mauvais manager. Je veux voir mes gars devant moi en train de bosser, les yeux rivés à l'écran en permanence. Et c'est un manque de confiance, en fait, cette, on va dire, je sais pas, défiance, ou en tout cas, appétence moins importante en France pour le télétravail que, par exemple, chez nos amis nordiques, où c'est quasiment normal. En fait, on ne se pose même plus la question. C'est une des pistes d'explication. Oui, c'est vrai qu'on est très dans le présentéisme. On a du mal à manager à la performance et plutôt au résultat, finalement, au présentéisme des collaborateurs. Alors, aménagement de temps de travail, télétravail, est-ce que vous... Oui, peut-être il y a une autre piste, peut-être qu'il faut que chacun fasse un pas. J'ai envie de dire, ça veut dire peut-être que c'est travailler 4 jours, mais réaliser 4 jours et demi, c'est-à-dire un tout petit peu baisser son salaire, comme ça les deux y gagnent, je sais pas, c'est une des pistes. Mais vraiment faire 4 jours, faire 5 jours de travail en 4. Et puis j'imagine qu'on a des approches différentes à différents moments de sa carrière. On a envie de travailler peut-être plus au début, peut-être moins quand on commence à avoir des enfants, et puis finalement quand ils quittent le foyer, et si on a la chance d'avoir encore de la force, de la patate, on peut se dire, allez, je redonne un coup de collier, histoire d'améliorer l'ordinaire, peut-être. J'imagine qu'il faut un peu de nuances. Et d'ailleurs, dans vous le verrez dans l'étude, nous le dit ça aussi, les jeunes sont beaucoup plus enclins à une semaine de 4 jours en réduisant leur salaire. Eux. Oui, parce que si dès le départ, vous démarrez avec un salaire un peu plus bas, en tous les cas un salaire de 4 jours, d'une semaine de 4 jours, c'est beaucoup plus facile de continuer sur ce niveau de salaire. Alors que
pour nous qui sommes déjà un peu plus vieux, de repasser en 4 jours et de baisser son salaire en 80%, on a peut-être moins envie. Peut-être plus compliqué, c'est à chacun, plus chaque entreprise de trouver ces dynamiques là-dessus. C'est très clair. Merci. Pour cette avant-dernière partie, j'aimerais que nous parlions des inégalités. L'étude fait un point assez exhaustif sur ces inégalités et j'aimerais qu'on aborde cette thématique-là et notamment les façons que l'on peut avoir de les corriger parce qu'on se rend compte que les inégalités, lorsqu'elles sont perçues par les collaborateurs, quand les collaborateurs se rendent compte que leur entreprise ne propose pas un traitement égal à tout le monde, on se rend compte que ça a un impact sur l'engagement des collaborateurs et la motivation des salariés. Oui, ça c'est une des découvertes aussi de l'étude. Le premier point, c'est que vous avez un Français sur 3 qui disent avoir déjà souffert de discrimination au travail. Quand on parle de discrimination au travail, on le voit là, vous le voyez là aussi, on parle d'âge, on parle de genre, on parle potentiellement d'apparence. Et on parle de perception. J'ai l'impression d'avoir été discriminé. Bien sûr, c'est un ressenti. Une personne sur 3 c'est beaucoup. A été confrontée à ça. Je trouve que c'est beaucoup. Et la deuxième partie, c'est que plus d'un salarié sur 4 nous disent que s'ils étaient au courant, s'ils découvraient qu'il y avait des discriminations au sein de leur entreprise ou qu'il y avait des différences de salaire au sein des entreprises et que ces différences n'étaient pas corrigées, ils quitteraient leur entreprise. Waouh, 1 sur 4. C'est quand même beaucoup. Ouais, un salarié sur 4 dit qu'un système... inégalitaire par nature. Je me trompe, c'est 1 sur 2 qui dit qu'il quitterait son entreprise. Non, c'est même plus que ça. C'est 1 sur 2 qui dirait je quitterais mon entreprise si par hasard j'apprenais qu'il y avait des différences de salaire et que ces différences ne sont pas corrigées. Et plus d'un salarié sur 4 nous disent dans cette étude qu'ils aimeraient qu'il y ait un système qui permettrait de dénoncer, entre guillemets, ces inégalités. Signal d'alerte Oui, alors on peut imaginer un signal d'alerte ou en tous les cas l'index, clairement, aujourd'hui les entreprises doivent communiquer leur index. C'est un moyen d'être transparent sur ces aspects d'inégalité. L'index que donc les entreprises de plus de 1000 personnes ont déjà publié, qui sera le cas pour les entreprises de taille moyenne à la rentrée. Chez ADP, est-ce qu'on est content de notre index ? Oui, on est plutôt content. On a 89 sur 100 d'index. Donc on est assez content et j'ai eu une discussion avec notre président il y a pas très longtemps, justement au sujet de cet index qui dit que lui-même a été confronté à des inégalités ou à une discrimination. En tout cas, il y a été confronté et il dit je ne serai satisfait que lorsque nous aurons atteint 100. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il est très engagé dans la correction de ces inégalités au sein d'ADP. Ça, on peut en être plutôt fier. Mais la première étape, c'est quand même de les mesurer. Et je crois savoir qu'ADP accompagne aussi ses clients, bien sûr, pour leur permettre de calculer cet index de façon assez facile. Oui, j'allais vous le dire, effectivement. Simple. Il y a un consensus pour dire qu'il faut corriger ces inégalités, mais est-ce qu'il y a des différences d'approche là-dessus ? Est-ce que certaines professions ou certaines classes d'âge semblent être plus sensibilisées que d'autres ? Alors oui, c'est assez intéressant de voir dans l'étude, c'est surprenant, mais de voir que les salariés de la finance, par exemple, seraient... je ne veux pas savoir pourquoi, ou je n'expliquerai pas pourquoi, mais en tous les cas, ils seraient bien plus en pointe pour signaler les signalements. Peut-être qu'ils les voient davantage. Et puis les jeunes aussi. Les jeunes, si on regarde les tranches d'âge, les jeunes sont beaucoup plus enclins aussi à les signaler. C'est bien, ils nous poussent, ces jeunes. Ils nous poussent. Et je pense qu'un certain nombre d'opérations médiatiques ont été bénéfiques là-dessus. Et peut-être que notre génération, elle était un peu trop dans l'acceptation, la fidélité totale à l'entreprise. Et on est passé dans un cap où on peut continuer à être fidèle, mais à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des dysfonctionnements, il faut le dire, et on les entend de mieux en mieux. C'est le sens, quelque part, c'est le sens que recherchent tous ces jeunes et qui nous pousse du coup à être bien.
aller dans le bon sens. Merci Delphine bon sens. pour votre éclairage sur cette étude, donc menée auprès de plus de 10 000 salariés dans 8 pays européens. Il y a d'ailleurs des différences assez intéressantes entre les pays que vous retrouverez dans le livre blanc que vous pouvez télécharger. On a eu pas mal de questions. J'espère que notre expert a eu le temps, l'occasion et y a répondu de façon aussi exhaustive que possible. Mais il nous reste encore un petit peu de temps. Et on va revenir sur quelques questions auxquelles on va répondre en direct avec vous, Delphine. Alors, on nous demande quel est le panel au niveau des âges ? Sur l'étude. Oui, sur l'étude, sur l'ensemble de l'étude. Ok. L'étude, en fait, elle prend en compte tous les actifs à partir de 16 ans. Donc, à partir du moment où vous êtes salarié, vous pouvez répondre à cette étude. D'accord, donc pas les étudiants, pas les retraités, mais tous ceux qui travaillent. Voilà, exactement, tous les salariés, puisque, et on l'a vu, ça nous permet d'analyser les différences générationnelles. On l'a vu dans la discrimination, on l'a vu sur le stress au travail, sur la santé mentale au travail. Donc, ça nous permet de faire des analyses comme ça générationnelles. La semaine de 4 jours, en fait, il y a une approche générationnelle différente quasiment pour chaque chapitre de l'étude Workforce View. Oui. Alors justement, ça m'amène à la deuxième question. Et à votre avis, pourquoi est-il une différence générationnelle dans la discrimination ? On en a un tout petit peu parlé. Peut-être que nos jeunes sont plus sensibles que nos anciennes générations sur ces aspects-là. On parlait du stress au travail, c'est pareil. C'est-à-dire que les jeunes prennent le sujet en main. Les écoles même sont en train de prendre le sujet en main. Il y a des chaires entre les entreprises et les écoles pour travailler sur la question de la discrimination, pour travailler sur la question du stress au travail. Donc, nos jeunes sont beaucoup plus sensibles et veulent des entreprises qui soient plus solidaires, qui soient responsables socialement de leur environnement. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont amenées par les jeunes. Est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'ils ne l'acceptent plus ? Peut-être que nous étions plus dans l'idée Bien de sûr. rester à notre place. Et les jeunes, on l'a vu, l'âge, c'est quand même le premier facteur de discrimination sur les marchés de l'emploi parfois un peu tendus. Peut-être qu'ils se disent « Oh, les gars, les vieux, ça suffit là. Laissez-nous rentrer, laissez-nous prendre notre place. » Oui, mais c'est tout à fait vrai, Nicolas. Ils sont eux-mêmes confrontés, manque d'expérience, manque de formation. Et ils n'accèdent pas au poste auquel ils aimeraient accéder à cause de leur âge. C'est clair. Bonne remarque. Dernière question, je l'ai gardée pour la fin, j'ai fait exprès, j'ai un peu téléphoné, vous nous pardonnerez, je l'espère. Delphine, est-ce qu'il y aura une autre étude Workforce View et si oui, quand ? Oui, Workforce View est une étude pérenne. Elle a lieu chaque année, ça fait 4 ans que nous la réalisons. Donc la prochaine aura lieu en mars-avril 2020. Et donc l'idée, c'est de revenir sur ces différents thèmes pour évaluer la progression sur ces thèmes. Et puis, en fonction de l'actualité, peut-être rajouter un certain nombre de thèmes nouveaux dans cette étude. Donc rendez-vous l'année prochaine, en mars-avril 2020. Merci beaucoup Delphine d'avoir répondu à mes questions, à nos questions. Merci à vous tous qui les avez posées. Merci d'avoir suivi ce webinaire. On en fera d'autres. On a déjà identifié avec Delphine un certain nombre de sujets sur lesquels je pense que ça vaudra le coup de revenir. La conversation ne s'arrête pas là. N'hésitez pas à nous interpeller sur les réseaux sociaux, à partager ce webinaire, à engager, poser des questions à Delphine, à moi-même, aux experts d'ADP qui se feront un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas bien sûr aussi à nous noter. Tous vos retours sont toujours pour nous intéressants et nous permettent de nous améliorer puisqu'on est nous aussi dans cette dynamique-là. Merci à tous. Merci encore une fois Delphine. À très bientôt pour un nouveau webinaire autour des thématiques RH avec ADP.